Le coup de marteau du juge tomba, et juste comme ça, j'étais déshéritée. Mes propres enfants, ceux pour qui j'avais sacrifié toute une vie, m'avaient légalement rayée de leur vie. Ils pensaient m'avoir laissée avec rien d'autre que des souvenirs brisés. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Armand, dans son dernier acte, avait déjà veillé à ce que je détienne la carte maîtresse. Avant de reprendre le fil, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez. Et faites-nous savoir en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez profondément et écoutez attentivement. Voici mon histoire. Le coup de marteau du juge résonna comme un glas, faisant écho non pas dans le solennel tribunal, mais dans les chambres désolées de mon cœur, pulvérisant les fondations mêmes de mon existence. Déshéritée par Grégoire, par Béatrice, mes propres enfants. Le mot lui-même, froid et définitif, s'accrochait à l'air vicié de mon salon, épais de l'odeur de vieux papier et de poussière, laissant un goût de cendre amer sur ma langue. Je m'enfonçais dans le fauteuil douillet qu'Armand et moi avions choisi ensemble des décennies auparavant. Son velours usé me semblait soudain étranger sous mes doigts tremblants. Le soleil d'après-midi, d'habitude une réconfortante consolation, se déversait maintenant par la fenêtre comme un proche. J'ai revu Grégoire, debout, raide, à côté de Béatrice au tribunal. Sa mâchoire, serrée et inflexible, était un miroir glaçant d'Armand dans ses jeunes années, plus ambitieuse. Béatrice, d'habitude un tourbillon d'émotions, gardait le regard droit devant elle, évitant mes yeux. Un témoignage silencieux de l'abîme béant qui s'était ouvert entre nous. Il n'y eut pas de cris, pas de larmes dramatiques, juste l'exécution précise, quasi chirurgicale, d'un plan qui se tramait, invisible, depuis bien trop longtemps. Ils avaient sati un mur de documents légaux et de phrases méprisantes autour de moi, brique par brique, froide, jusqu'à ce que je sois entièrement murée, fantôme de ma propre histoire. Pendant près de 40 ans, mon monde a tourné autour d'Armand. Sa carrière, ses horaires, ses ambitions démesurées, ils sont devenus la trame même de mon existence. Je me suis souvenu de l'excitation vertigineuse de notre premier grand déménagement, laissant derrière moi la seule ville que j'ai jamais connue. « C'est pour nous, Denise », avait promis Armand, les yeux brillants d'un futur que nous allions bâtir. Pour notre avenir, pour nos enfants. Et moi, avec un cœur plein d'une foi inébranlable, je l'avais cru. Mes rêves silencieux, peindre des paysages ensoleillés, maîtriser les touches du piano, ils furent gentiment mis de côté. Pas oubliés, non mais reportés. Toujours reportés. J'étais sa partenaire inébranlable, l'architecte silencieuse de notre foyer, élevant nos enfants, veillant à ce qu'Armand ait la tranquillité d'esprit pour grimper son échelle professionnelle, sans un regard en arrière. J'ai maintenu notre famille unie à travers les périodes difficiles, à travers les innombrables voyages d'affaires d'Armand, à travers les années d'adolescence tumultueuse de Grégoire et les angoisses fragiles de Béatrice. Chaque genou écorché, chaque devoir nocturne, chaque secret chuchoté dans les moments calmes avant le sommeil, j'étais là, toujours. Quand Armand est décédé, il y a 5 ans, je me suis appuyée sur eux. Je croyais qu'ils seraient ma continuité, mon réconfort, les mains solides qui me guideraient à travers les eaux troubles du deuil. Mais le chagrin s'était à peine posé. Les dernières fleurs d'enterrement à peine fanées, quand leurs préoccupations ont commencé à faire surface. « Maman, la maison est si grande pour une seule personne. Avez-vous envisagé de réduire la voilure ?» Les questions, initialement doucement chuchotées, sont devenues plus incisives, plus insistantes, chacune un petit burin érodant mon autonomie, ma précieuse sécurité. « Vos placements, maman,
Sont-ils vraiment diversifiés? Peut-être devrions-nous y jeter un œil, juste pour être sûrs. Ils voyaient une femme vieillissante, peut-être un peu déconnectée, et en cela ils ont vu une opportunité. Ma nature silencieuse, ma patience inébranlable, les années que j'avais passées à reporter mes propres besoins. Ils avaient tout perçu comme une faiblesse monumentale, une invitation ouverte à leur empiètement incessant. Le procès, cette bataille juridique déchirante, fut le crescendo glaçant de cette longue partition. Ils ont prétendu que je n'étais plus capable de gérer la succession d'Armand, que mes décisions étaient erratiques, que je n'étais rien de plus qu'un fardeau pour leurs propres avenirs prometteurs, leurs ambitions flamboyantes. Le juge, influencé par leur présentation soignée, par les anecdotes soigneusement sélectionnées, conçues pour me dépeindre comme frêle et incompétente, avait acquiescé, et avec cela, il avait sanctionné leur trahison, la rendant légale, la rendant d'une dévastation absolue. Mon héritage, mon nom même, entrelacé à celui d'Armand pendant des décennies, leur appartenait désormais, à être dépecé et distribué à leur guise. Je me levai, mes jambes chancelantes, et me dirigeai vers le manteau de la cheminée. Mes doigts tracèrent le verre froid d'une photographie encadrée. Armand et moi, jeunes, radieux le jour de notre mariage, une vie de promesses capturée dans ce seul moment plein d'espoir. À côté, une photo jaunie de Grégoire et Béatrice, à peine sortis de la maternelle. Leurs petites mains serrées autour de mon cou dans une étreinte serrée et confiante, leurs visages fendus de sourires innocents et joyeux. La chaleur de ces souvenirs, autrefois un réconfort sacré, me semblait maintenant un cruel tour de passe-passe, me rappelant un amour qui, dans leur cœur, s'était flétri et éteint. Cette maison, ce foyer même dans lequel j'avais consacré ma vie, me semblait froid, vide, un écho creux d'une famille qui n'existait plus. Une lassitude profonde s'abattit sur moi, plus lourde que toute fatigue physique que j'aie jamais connue. C'était la lassitude d'un esprit meurtri et malmené par ceux qui l'avaient chéri le plus profondément. Ils pensaient m'avoir laissé avec rien d'autre que des souvenirs brisés et une poignée de factures. Ils croyaient avoir éteint ma lumière, me laissant échouer dans les ombres grandissantes de la vieillesse, à la dérive et oublié. Mais alors que le dernier filet de lumière du soleil disparut de la fenêtre et que la pièce fut plongée dans une pénombre silencieuse, une étrange, tenace étincelle commença à vaciller au fond de moi. Ils avaient tort, si terriblement, fondamentalement tort. Et tandis que je me tenais là dans l'obscurité grandissante, ressentant la vive piqûre de leur trahison, je ne pouvais m'empêcher de me demander quelle force cachée pouvait véritablement être forgée dans le creuset d'une perte si profonde. La pénombre silencieuse du salon s'accrochait à moi. Mais quelque chose sous la douleur lancinante refusait d'être éteint. Ce n'était pas de la colère, pas encore. Plus comme une braise tenace, au fond de ma poitrine, refusant de céder aux cendres de leur trahison. Je me déplaçais lentement, mes pieds nus s'enfonçant dans l'épais tapis sur lequel Armand avait tant insisté. Chaque pas un bruit sourd contre le silence pesant de la maison. C'était notre foyer, celui que nous avons construit, celui que j'ai transformé d'un plan en un sanctuaire, brique après brique, patiemment. Je m'arrêtais près de la fenêtre en saillie, passant une main sur le verre lisse et frais. Je pouvais presque entendre le rire tonitruant d'Armand d'il y a des décennies, un fantôme de mémoire, alors qu'il tenait des échantillons de peinture. Et celui-ci, Denise, un peu plus audacieux, tu ne trouves pas? J'avais souri, toujours à m'effacer. Tout ce qui te rend heureux, Armand, c'est ton bureau après tout. Son bureau, une pièce remplie de ses réalisations, de ses livres reliés en cuir, de l'odeur de vieux papiers et d'ambition.
Mon propre petit chevalet, les pinceaux que j'avais achetés avec tant d'excitation dans ma jeunesse, avaient depuis longtemps été relégués au fond du garage, prenant la poussière sous des décorations de Noël oubliées. Je me dirigeais vers la cuisine, le cœur de tout foyer, où d'innombrables repas avaient été à préparer, des soucis partagés et de petites victoires célébrées. Je revis Grégoire, enfant, assis au comptoir, balançant ses jambes, suppliant pour un biscuit de plus avant de dormir. Et Béatrice, arrangeant méticuleusement ses poupées pour un goûter sur le carrelage. Mon monde avait tourné autour de leurs rires, de leurs besoins, de leurs avenirs. Chaque choix, chaque sacrifice me semblait justifié à travers le prisme de leur bonheur. Je me souvins avoir vendu la montre antique et précieuse d'Armand, celle que son père lui avait laissée, pour payer l'appendicectomie d'urgence de Béatrice, quand notre assurance la couvrait à peine. Armand était parti pour un voyage d'affaires crucial. « Ne l'inquiète pas, Denise, » me suis-je dit. Il en a assez dans son assiette. Une décision silencieuse, l'une de tant d'autres, prise pour aplanir le chemin de chacun. Je passai une main sur le chêne poli de la table à manger. Armand et moi l'avions acheté, avec notre premier chèque de prime. Nous avions rêvé de la remplir de famille, de petits-enfants. Elle avait été remplie, certes, mais surtout de leurs exigences. « Maman, peux-tu te porter garante pour ce prêt ? C'est juste temporaire. » « Denise, nous avons besoin d'aide pour l'apport initial. C'est la maison de nos rêves. » Mes économies, méticuleusement bâties au fil d'années de budget serré, s'étaient lentement, régulièrement épuisées, pièce par pièce, comme du sable dans un sablier. Je n'ai jamais remis en question, jamais exigé. J'ai toujours donné, parce que c'est ce que les mères faisaient, n'est-ce pas ? Du moins, c'est ce que je croyais. Maintenant, assise seule à cette même table, le silence me semblait assourdissant, un contraste saisissant avec la vie trépidante, bruyante et exigeante que j'avais autrefois cultivée. Une amertume grandissante, âpre et froide, commença à tourbillonner en moi. Avais-je été une idiote ? Ma patience inébranlable avait-elle simplement été une invitation ouverte à ce qu'il me piétine, qu'il prenne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien ? Mon reflet dans la vitre sombre montrait une femme que je reconnaissais à peine. Des rides plus profondes, des yeux assombris par une lassitude qui dépassait la simple fatigue. C'était la lassitude de décennies passées à me déverser, pour me retrouver totalement vide. Mon regard glissa vers le coin du salon, vers l'ancien bureau en acajou d'Armand. Il était resté intouché depuis son décès, un sanctuaire silencieux à sa nature méticuleuse. Je ne m'étais jamais vraiment résolue à trier son contenu. Un souvenir lointain, comme un rêve à moitié oublié, me tirailla. Armand, quelques mois avant son décès, avait passé des heures à ce bureau, penché sur des documents, le front plissé de concentration. Il avait levé les yeux une fois, un étrange sourire entendu sur son visage. « Denise !» avait-il dit, sa voix plus douce que d'habitude. « Je m'assure que tu seras toujours prise en charge. Convenablement prise en charge. » Les mots avaient semblé simples alors, la promesse réconfortante d'un mari. Maintenant, il me semblait une énigme, un murmure du passé, éveillant une minuscule, insistante étincelle de curiosité. Armand, mon pragmatique et ambitieux Armand, aurait-il pu prévoir ce jour ? Et si oui, quel genre de disposition aurait-il pu prendre pour une femme qu'il venait de juger indigne ? La légère odeur de papier vieilli et du subtil tabac à pipe d'Armand s'accrochait à son bureau en acajou, un fantôme de sa présence méticuleuse. Mes doigts effleurèrent le bois froid et poli, hésitant un instant avant que j'ouvre le tiroir supérieur. Il glissa avec un léger gémissement, un son étrangement intime dans le silence profond de la maison,
comme si le bureau lui-même se déchargeait d'un secret. Sous des registres soigneusement empilés et un stylo plume que je reconnaissais comme son préféré, se trouvait une épaisse enveloppe manille unie. Pas de nom, pas d'indice, juste une légère, presque imperceptible protubérance qui attira mon regard, m'attirant avec une force indéniable. Mon cœur battait un rythme lent et insistant contre mes côtes alors que je la sortais. Le papier semblait lourd, important. À l'intérieur, un seul document d'allure officielle. Mon nom, Denise, était imprimé en gras en haut, suivi de mots qui n'avaient aucun sens immédiat. Acte de fiducie, le fonds d'héritage Denise, nom de famille. Mon front se plissa. Une fiducie? Je me suis souvenu qu'Armand avait discuté de son testament, de sa succession soigneusement planifiée, qui était maintenant, grâce à Grégoire et Béatrice, contestée et dépecée. Mais un fonds d'héritage? À mon nom? C'était entièrement nouveau. Je dépliai le document, mes yeux balayant le texte juridique dense, repérant les phrases clés. Fiducie caritative irrévocable, actif substantiel, établi pour soutenir des initiatives éducatives et le développement communautaire. Les mots tournoyaient, confus au début, puis se sont coalescés en une vérité stupéfiante et incroyable. Ce n'était pas juste une petite dotation. C'était un fonds colossal, établi il y a des années. Bien avant sa maladie, bien avant le premier signe du sentiment de droit de Grégoire et Béatrice. Et il était sans équivoque, légalement, entièrement à mon nom. L'incrédulité luttait avec une montée d'une compréhension naissante et exaltante. Armand, mon pragmatique, souvent réservé Armand, tandis qu'il construisait son empire et planifiait méticuleusement l'avenir de notre famille, il avait, à sa manière discrète, aussi construit ceci. Un testament à ma valeur, une déclaration de mon héritage, distincte de celui qu'il partageait avec nos enfants. Il n'avait pas seulement veillé à ce que je sois prise en charge, il m'avait donné un arsenal caché. Un pouvoir dissimulé dans la philanthropie, totalement inconnu de quiconque, surtout de Grégoire et Béatrice. Un rire amer, presque triomphant, monta du plus profond de moi. Ils étaient allés au tribunal, dépensé des milliers en frais juridiques, tordu les faits et m'avaient dépeinte comme une femme frêle et incompétente pour me dépouiller, pour me déshériter. Ils avaient réussi à effacer ma situation financière, à m'humilier, puis s'étaient éloignés, croyant leur victoire complète. Pourtant, ici, dans le cœur tranquille de la maison qu'ils pensaient avoir conquise, Armand m'avait secrètement doté d'une puissance financière qui éclipsait tout ce pour quoi il se querellait. Le tremblement dans mes mains n'était plus dû au chagrin, mais à une prise de conscience naissante, presque électrique, du pouvoir. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était une justification. C'était le contre-argument silencieux et profond d'Armand à chacune de leurs accusations. Ils n'avaient pas seulement vu clair dans leur cupidité, ils m'avaient fourni l'atout majeur ultime. Pendant des années, j'avais été la mère altruiste, l'épouse de soutien, la force silencieuse derrière le succès de tous les autres. Ma voix avait été étouffée, mes besoins mis de côté. Mais ce fonds, cette incroyable, inattendue révélation, me donnait une voix plus forte que n'importe quel argument d'avocat. Une position plus solide que le marteau de n'importe quel juge. J'imaginais le visage de Grégoire, les yeux choqués de Béatrice. S'il venait à apprendre cela, la pensée me glaça le sang. Il pensait m'avoir laissé qu'avec rien d'autre que des souvenirs et une poignée de factures. Il croyait avoir éteint ma lumière, me laissant échouer dans les ombres grandissantes de la vieillesse, à la dérive et oublié. Mais Armand, dans son ultime acte d'amour et de prescience, s'était assuré que je n'avais pas seulement une lumière, mais un feu ardent.
Je lissais le document de doigts tremblants. Le papier était une promesse. Ils avaient se jouer leurs cartes. Maintenant, il était temps de jouer les miennes. Que se passe-t-il lorsque le joueur le plus discret trouve l'atout maître ultime? Le triomphe froid de la découverte du fond secret d'Armand s'installa en un doux bourdonnement de détermination, chassant les dernières traces de désespoir de mon bureau. Je restais là, l'acte de fiducie serré dans ma main, n'étant plus une épouse rejetée, ni une mère déshéritée, mais quelque chose de bien plus puissant. Le papier semblait solide, réel, une promesse silencieuse, murmurée d'outre-tombe. Grégoire et Béatrice m'avaient arraché ce qu'ils croyaient être à moi. Mais Armand, dans sa sagesse, avait bâti quelque chose d'intouchable, quelque chose pour moi. Le choc initial s'estompa, remplacé par une clarté que je n'avais pas connue depuis des décennies. Il ne s'agissait pas d'une vengeance mesquine. Il s'agissait de justice. Il s'agissait d'équilibre. Ils avaient bafoué ma dignité, minimisé mes sacrifices et cherché à effacer mon existence même du récit de notre famille. Maintenant, je l'allais méticuleusement, délibérément, la réécrire. Mon premier geste fut de sécuriser le document. Je trouvai un vieux coffre-fort robuste, rangé au fond de l'armoire d'Armand, dont la combinaison, oubliée depuis longtemps par moi, fut facilement retrouvée grâce à une note cachée dans son vieux journal. Le clic des pennes, le bruit sourd de la porte se scellant sur la fiducie, fut profondément satisfaisant. C'était un acte tangible de reprise de contrôle, la première pierre posée de ma nouvelle fondation. Puis vint la recherche. Mes enfants, si concentrés sur leurs apparences et leur avenir prometteur, avait-on laissé une empreinte numérique aussi large qu'une autoroute. Je passais des jours au bureau d'Armand, l'ordinateur de bureau bourdonnant doucement, un nouveau monde s'ouvrant devant moi. Les réseaux sociaux de Grégoire étaient une galerie de sa start-up technologique en difficulté. Des photos glacées de bureaux vides, des publications sur la rupture du marché qui récoltaient peu de j'aime, des appels désespérés à des capitaux d'amorçage. Son ambition, jadis source de fierté, semblait désormais une façade fragile. La présence en ligne de Béatrice n'était que voyage luxueux, vêtements de marque et dîners coûteux. Une vie qu'elle vivait clairement au-dessus de ses moyens. Son image soigneusement élaborée de richesse, sans effort, montrait des fissures si l'on savait où regarder. Des références vagues à des opportunités d'investissement qui ne se sont jamais vraiment concrétisées. Des plaintes discrètes concernant des dépenses imprévues. Chaque parcelle de leur force perçue était une faiblesse potentielle, méticuleusement documentée, pour que le monde entier la voie. Je ne faisais pas que regarder, je reliais les points. Leur besoin de validation externe constante, leur appétit insatiable pour toujours plus, leur conviction que le monde leur devait quelque chose, tout provenait du même endroit. Un vide que je n'avais pas vraiment vu jusqu'alors. Plus j'apprenais, moins je ressentais de colère, remplacée par une détermination tranquille et d'acier. C'était un exercice intellectuel presque, un puzzle. Et moi, Denise, qui avait passé toute une vie en retrait, était étonnamment douée pour résoudre des énigmes. L'étape suivante fut de trouver la bonne personne pour m'aider à naviguer ce pouvoir caché. L'avocat d'origine d'Armand était hors de question. Il s'était rangé du côté de Grégoire et Béatrice dans le procès. J'avais besoin de quelqu'un de discret, d'affûté et de totalement étranger au drame de ma famille. Après une semaine de recherches minutieuses, de consultations de profils en ligne et d'enquêtes discrètes, je trouvai Monsieur Duclos. C'était un associé senior au sein d'un cabinet plus petit, mais très réputé, spécialisé dans la gestion de fiducies complexes. Sa biographie en ligne parlait d'un dévouement silencieux et d'une réputation de discrétion sans compromis.
Notre première rencontre n'eut pas lieu à son bureau, mais dans un café chic et discret. Un lieu public animé, offrant l'anonymat. C'était un homme aux gestes précis, ses yeux vifs et intelligents derrière des lunettes à monture métallique. Je l'observais par-dessus le bord de ma tasse de café, l'évaluant. Il l'écouta patiemment tandis que je, avec un calme que je ne me connaissais pas, exposais l'histoire du fond d'Armand et du récent procès, n'omettant que la douleur brute et personnelle. Quand je présentais l'acte de fiducie, son calme professionnel vacilla. Ses sourcils se levèrent. Un petit halètement involontaire s'échappa de ses lèvres. « Madame Lenoir, » dit-il, la voix chuchotante, « c'est extraordinaire. Un fonds de cette ampleur, établi si discrètement, en votre nom. » Ces mots le confirmèrent. Armand m'avait vraiment donné quelque chose d'immense. Nous parlâmes pendant près de 2 heures. Monsieur Duclos, une fois remis de sa surprise, expliqua les subtilités juridiques, les façons dont le fonds pouvait être utilisé, le pouvoir qu'il représentait réellement. Il exposa les stratégies, expliqua les implications et répondit à chaque question avec une expertise patiente et claire. Il ne voyait pas une femme frêle et déshéritée, mais une cliente redoutable, une stratège, une femme avec un objectif clair. Et moi, pour la première fois depuis très longtemps, je me sentis vraiment vue pour la force que je possédais désormais. En sortant du café, l'air de la ville me parut vif, vivifiant. Le poids de la trahison persistait, une douleur fantôme. Mais il était désormais éclipsé par un sentiment grandissant d'anticipation. Les pièces se mettaient en place. Mon esprit n'était plus consumé par le chagrin, mais par des plans. Des plans pour un avenir que je définirais, et peut-être pour un règlement de compte que mes enfants n'avaient jamais vu venir. Le silence dans le bureau n'était plus vide, mais rempli du bourdonnement d'un avenir que j'étais sur le point de construire méticuleusement. Mais combien de gens comprennent vraiment le pouvoir discret d'une femme qui cesse enfin de pleurer ce qui est perdu et commence à bâtir ce qui peut l'être? Le bourdonnement de la voix de Monsieur Duclos, expliquant les voies légales et les instruments financiers, était devenu le nouveau rythme de mes journées. Un contrepoint puissant au silence qui emplissait jadis ma maison. Mon salon, autrefois sanctuaire du deuil, bourdonnait maintenant d'une énergie différente. Étendus sur la table basse, se trouvaient des imprimés, graphiques, des tendances du marché, analyse de portefeuille d'investissement et, le plus important, le plan stratégique que M. Duclos et moi avions méticuleusement élaboré. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait d'orchestrer une récupération précise, presque chirurgicale, de l'équilibre. Mon premier mouvement fut discret. Par l'intermédiaire du fonds d'héritage de Denise, M. Duclos initia une série d'investissements calculés dans des secteurs de niche, dont la start-up technologique de Grégoire, Innovation Apex, dépendait subtilement, puis tout aussi rapidement, les retira. Ce n'était pas une attaque directe, mais simplement un changement de courant. Mais dans les eaux imprévisibles du marché, même une petite ondulation pouvait faire chavirer un bateau instable. J'imaginais Grégoire, penché sur son ordinateur portable, le front plissé en voyant des écrans qui clignotaient, soudainement en rouge, au lieu de vert, la frustration montant dans sa mâchoire. De l'autre côté de la ville, le monde de Béatrice ressentit la secousse ensuite. Par une autre série d'ajustements stratégiques, dictés par le marché, orchestrés là encore via le fonds, un projet immobilier de luxe dans lequel elle et son mari avaient lourdement investi fit soudainement face à des problèmes de liquidité inattendus. Pas un effondrement, mais un resserrement, une pénurie soudaine d'acheteurs pour leurs unités haut de gamme. Béatrice, avec son besoin constant de validation externe,
prospérait grâce au flux aisé de la richesse. Le ralentissement soudain, inexplicable de ce flux, les subtils murmures de incertitude du marché, la rongeraient. Je pouvais presque entendre ses appels téléphoniques étouffés, la gaieté forcée dans sa voix alors qu'elle assurait à ses amis. « Oh, juste un petit accroc passager, ma chérie. » Je regardais, non pas avec jubilation, mais avec une fascination détachée. Ma recherche, comme Monsieur Duclos l'appelait, incluait désormais la vérification des nouvelles de l'industrie, l'observation discrète des réseaux sociaux. Les publications autrefois confiantes de Grégoire sur le succès inévitable d'Apex devinrent subtilement défensives. Il commença à poster des citations cryptiques sur la persévérance dans les moments difficiles. Un signal clair que le sol sous ses pieds tremblait. Le fil d'actualité soigneusement élaboré de Béatrice montrait moins d'achats extravagants, plus de rhétorique sur la vie consciente. Un subtil changement de ton qui en disait long. Il se démenait, essayant de comprendre la main invisible qui semblait soudain fermer leur robinet. Mais il n'avait aucune idée de la main qui agissait. La satisfaction n'était pas bruyante. C'était un bourdonnement profond, silencieux, comme le pouls régulier d'une machine bien huilée. Ce n'était pas la vengeance chaotique et émotionnelle d'une mère au cœur brisé. C'était le démantèlement précis et stratégique d'une structure bâtie sur l'ingratitude. Chaque subtil tremblement dans leur monde était une confirmation de mon propre pouvoir croissant, un témoignage de la profonde prescience d'Armand. Il m'avait dépouillé de ma dignité, mais Armand m'avait donné les outils pour la reconquérir, brique par brique méthodique. Et tandis que les mondes de Grégoire et Béatrice commençaient à subtilement s'effilocher, je me suis retrouvée à me demander combien de gens croient vraiment en une force invisible, tant qu'elles ne remodèlent pas déjà leur propre réalité. Les secousses que j'avais envoyées à travers les mondes soigneusement construits de Grégoire et Béatrice n'étaient plus de subtils murmures. C'étaient désormais des secousses indéniables. Innovation Apex, la fière start-up technologique de Grégoire, commença à saigner en capital. Son prospectus autrefois brillant n'étant plus qu'un sinistre registre de projets bloqués et de délais non respectés. Il avait perdu un cycle de financement majeur, non pas face à un concurrent, mais à un changement inexplicable de confiance du marché. Un froid soudain qui semblait s'installer spécifiquement autour de son entreprise. Je l'imaginais penché sur son ordinateur portable, le visage tendu, la frustration montant dans sa mâchoire. Ses appels désespérés aux investisseurs se faisaient plus fréquents. Sa voix aigre et exigeante même à travers le combiné étouffé qu'il tenait. Béatrice, quant à elle, se défaisait à sa manière méticuleusement soignée. Le projet immobilier de luxe qu'elle défendait, sa grande déclaration d'arrivée, s'était heurté à un mur. Des permis clés étaient inexplicablement retardés, des engagements de prêts vitaux retirés, le tout sans explication claire. Ses réseaux sociaux, autrefois un tableau vibrant de toasts au champagne et de grandes inaugurations, affichaient désormais des sourires forcés et des hashtags vagues sur la résilience. Je l'imaginais faisant les 100 pas dans sa cuisine étincelante, le marbre poli froid sous ses chaussons de créateur, la rage bouillonnant sous son calme soigneusement affiché, marmonnant à elle-même sur des forces invisibles. Leur confusion se transforma vite en suspicion. Deux revers financiers séparés, inexplicables, les frappant tous les deux, touchant leurs points les plus vulnérables. C'était trop pour être une coïncidence. Ils cherchèrent un bouc émissaire. Et bientôt, leur regard, aiguisé et rétréci, se tourna vers moi, leur mère, celle qu'ils venaient de mettre de côté. Le téléphone sonna un après-midi frais, le nom de Béatrice clignotant sur l'écran. Je répondis.
ma voix calme, presque détachée. « Maman !» commença-t-elle. Son ton un mélange savamment maîtrisé d'inquiétude et d'accusation à peine voilée. « Êtes-vous bien ? Grégoire et moi, nous avons une chance incroyablement étrange ces derniers temps. Des revers financiers, des choses qui n'ont juste pas de sens. Et nous nous demandions si vous aviez eu une activité inhabituelle avec les anciens comptes d'Armand. Des gros virements peut-être ? Un éclair d'amusement, froid et rapide, me traversa. Il pêchait désespérément. Je me souvenais du visage de Pierre de Grégoire au tribunal, des yeux détournés de Béatrice, refusant de croiser les miens, alors qu'il me dépouillait de ma dignité. « Béatrice, » répondis-je, ma voix douce comme de la soie. Comme vous et Grégoire avez été si désireux de le rappeler à la cour, je ne suis plus maîtresse de la succession d'Armand. Tout repose sur vous maintenant, n'est-ce pas? Mes finances sont assez modestes, comme vous le savez bien. Peut-être n'avez-vous simplement pas assez diversifié. Le souffle de Béatrice se coupa. « Maman, ce n'est pas un jeu. Les affaires de Grégoire sont en train de couler. Notre projet est bloqué. Avez-vous d'une manière ou d'une autre eu accès à des fonds auxquels vous n'auriez pas dû avoir accès? Essayez-vous de nous punir ?» Sa voix, d'habitude si contrôlée, vira en un gémissement aigu et désespéré. « Après tout ce que nous avons fait pour vous, après tout ce que j'ai fait pour vous ?» Les mots flottaient en suspens entre nous, une accusation silencieuse, plus puissante que n'importe quel cri. « J'essaie simplement de vivre ma propre vie, Béatrice, » dis-je, ma voix inébranlable, comme vous avez si clairement désiré que je fasse. Vous devriez peut-être vous concentrer sur vos propres affaires, plutôt que de spéculer sur les miennes. La ligne devint silencieuse, puis elle raccrocha d'un clic sec. L'air de ma cuisine tranquille se sentit soudainement chargé. Les lignes de bataille tracées avec une clarté glaçante. Il ne s'arrêterait pas là. Je le savais. Grégoire tenta sa chance sans suite. Un message vocal sec et exigeant laissé sur mon répondeur. « Maman, qu'est-ce que tu fiches? Bon sang! Innovation Apex est au bord de l'effondrement. Ce n'est pas une coïncidence. Tu dois nous dire ce que tu sais. Maintenant, ou les choses empireront beaucoup, beaucoup pour toi. Je te le jure, un nœud me tordit les entrailles. La pensée de leur poursuite implacable, de leur cruauté pure et simple, me donna un instant l'impression que les murs de ma paisible maison se refermaient un peu sur moi. Pendant une fraction de seconde, une froide terreur me murmura. Avais-je trop forcé mon jeu? L'héritage d'Armand, destiné à me protéger, m'avait-il maintenant peinte comme une cible, me rendant vulnérable à leur rage grandissante? L'ampleur de leur sentiment de droit, leur volonté de frapper, était édifiante. Mais alors, le souvenir de cette salle d'audience, de leur visage froid et triomphant, revint, brûlant et vif, consumant le doute. Non, je n'étais pas venu si loin pour fléchir. C'était précisément la pression que j'avais anticipée. C'était leur vraie nature, exposée sous la contrainte. Ma résolution s'endurcit, trempée par leur malveillance. Ils voulaient savoir ce que je savais? Oh, ils l'apprendraient, finalement. Mais ce ne serait pas à leurs conditions, ni une confession librement donnée. Que se passe-t-il quand le chasseur devient la proie, et que la proie est bien plus rusée qu'on ne l'imaginait? Le silence dans ma maison après le message vocal menaçant de Grégoire n'était pas calme, mais un fil tendu, bourdonnant de la promesse de ce qui allait advenir. Il voulait que je craque, il voulait que je cède. Mais la femme qui s'était autrefois effacée était partie, remplacée par quelqu'un forgé dans le feu de leur trahison. Monsieur Duclos avait présenté la phase finale de notre plan. Un mouvement aussi précis que dévastateur, conçu pour frapper au cœur même de leurs illusions si soigneusement bâties. C'était un mardi matin glacial
quand j'arrivais au grand immeuble vitré, abritant Innovations Apex, la société en difficulté de Grégoire. Le hall bourdonnait d'une énergie artificielle, de jeunes visages pressés, tentant de projeter le succès, malgré les rumeurs chuchotées de difficultés financières. J'aperçus Grégoire près d'une grande salle de conférence, aux parois de verre dépoli, son costume froissé, une tension désespérée dans sa posture habituellement confiante. Béatrice était là aussi, perchée sur un canapé moderne et épuré, son sac de créateur fermement serré, le visage pâle sous son maquillage. Elle croisa mon regard. Un éclair de surprise et d'agacement traversant ses traits, vite masqué par un sourire tendu et froid. « Maman ?» Grégoire s'approcha, sa voix tendue, mêlée d'un familier mélange d'irritation et de civilité forcée. « Que faites-vous ici? C'est une réunion privée. »« Vraiment ?» demandai-je, ma voix calme, presque détachée. Pourtant, elle portait une autorité inattendue qui le fit hésiter. « Je crois que cela concerne l'héritage d'Armand. Et cela, Grégoire, me concerne. » Béatrice se leva, les yeux plissés. « Le tribunal a réglé cela, Denise. Vous n'avez aucune réclamation ici. »« Oh, mais si !» répliquai-je, un subtil sourire jouant sur mes lèvres. Mon regard glissa vers la salle de conférence, où plusieurs investisseurs au visage sévère se rassemblèrent déjà autour d'une grande table étincelante. C'était le moment de vérité pour Grégoire, sa dernière plaidoirie pour obtenir des capitaux. L'air à l'intérieur vibrait d'une tension nerveuse. Juste à ce moment-là, Monsieur Duclos apparut à mes côtés, sa présence un renfort discret mais formidable. Il offrit à Grégoire un hochement de tête poli et professionnel. « Bonjour, monsieur. Nom de famille. Mademoiselle, nom de famille. Madame, nom de famille. Et moi sommes ici pour affaires officielles concernant le fonds d'héritage Denise, nom de famille. » Grégoire et Béatrice échangèrent un rapide regard stupéfait. « Le... quoi ?» balbutia Grégoire, le front plissé de confusion. Le subtil changement d'énergie dans la pièce était palpable. Des chuchotements commencèrent parmi les quelques passants. « Le fonds d'héritage Denise, nom de famille », répétai-je, articulant chaque mot clairement, observant leur visage pour une réaction. Une fiducie caritative établie par Armand il y a des années. Un fonds substantiel, spécifiquement affecté à des œuvres philanthropiques, géré par moi-même, bien sûr, en tant qu'unique fiduciaire. Je fis une pause, laissant les mots pénétrer. Et ce matin, Monsieur Duclos et moi venons d'initier une série de désinvestissements de plusieurs entreprises, disons, sous-performantes, y compris, malheureusement, certains intérêts clés dans les secteurs mêmes dont votre petite start-up, Grégoire, dépend. Le visage de Grégoire se vida de ses couleurs. Béatrice haleta, un petit son étranglé. Le murmure désinvolte du hall s'éteignit dans un silence stupéfait alors que leur monde commença à basculer. « Vous ne pouvez pas !» murmura Grégoire, sa voix se brisant, la façade polie du magnate de la technologie s'effritant sous mes yeux. « C'est une guerre économique. »« Ah, non, Grégoire !» dis-je en m'approchant, ma voix claire et inébranlable. « C'est simplement une gestion financière astucieuse et une démonstration de qui détient réellement le pouvoir. » Je regardais du visage horrifié de Grégoire, aux yeux grands et incrédules de Béatrice. « Vous m'avez déshérité. Vous m'avez exclu de la succession d'Armand, affirmant que j'étais incapable, un fardeau. Vous croyez m'avoir laissé avec rien. Mais Armand, dans sa sagesse, m'a tout laissé. Un héritage en mon nom. Et maintenant, je l'utilise pour m'assurer que les valeurs qu'il chérissait, intégrité, prévoyance et contribution authentique, soient respectées. Pas seulement le gain financier. Les investisseurs à l'intérieur de la salle de conférence, alertés par la tension soudaine,
commencèrent à regarder dehors, leurs expressions curieuses, puis alarmées lorsqu'ils reconnurent la panique de Grégoire. Les mots « fonds d'héritage » et « désinvestissement » leur parvinrent clairement. Ce n'est pas un acte mesquin de dépit, chers enfants. Continuai-je, ma voix gagnant en force, chaque mot un coup de marteau. C'est le prix de l'ingratitude, le coût de la trahison. Vous vouliez démembrer la succession d'Armand. Fort bien, mais vous avez oublié que certains héritages ne sont pas fondés sur le sang, mais sur une force tranquille et indéniable. Et cette force, Grégoire et Béatrice, m'appartient. Vous pensiez pouvoir m'anéantir. Vous aviez tort. Je n'étais pas seulement votre mère. J'étais, et suis toujours, l'héritage d'Armand. Et maintenant, vous comprendrez enfin le vrai poids de ce nom. Le subtil changement d'énergie dans la pièce se transforma en une tension palpable. Le dernier espoir de financement de Grégoire s'écroulant visiblement. Combien d'entre nous comprennent vraiment le pouvoir silencieux d'une femme discrète jusqu'à ce qu'elle parle enfin avec toute la force de sa vérité? Chapitre 8. Le règlement de compte. Le silence qui suivit mes mots dans le hall étincelant fut plus assourdissant qu'aucun cri. Un vide dans lequel les espoirs de Grégoire et les prétentions de Béatrice s'écroulèrent. Grégoire resta figé, la mâchoire relâchée, le visage complètement vidé de ses couleurs comme s'il avait vu un fantôme. Pas n'importe quel fantôme, mais le spectre de sa colossale erreur de calcul, surgi du sol même qu'il pensait avoir acheté et vendu. Béatrice, d'habitude si douée pour masquer ses vraies émotions derrière un vernis de calme sophistiqué, serrait son coûteux sac à main si fort que ses jointures étaient blanches. Ses yeux, grands et incrédules, papillonnaient entre moi, Monsieur Duclos, et les visages désormais curieux des investisseurs à l'intérieur de la salle de conférence. C'était un tableau de dévastation totale et publique. « Maman, c'est insensé !» réussit enfin Grégoire. Sa voix un murmure tendu, égratignait sur les bords. « Vous fabriquez ça. Le fonds d'héritage, ça n'existe pas. » Le testament d'Armand était clair. Il regarda autour de lui frénétiquement, comme s'il cherchait confirmation sur le chrome poli et le verre de son propre bureau. Les jeunes employés d'Innovations Apex, sentant le changement d'atmosphère, firent semblant de s'affairer avec leur téléphone. Mais leur regard subtil et leur chuchotement trahissaient leur véritable fascination. « Oh, mais si, Grégoire !» déclarai-je, ma voix ferme, inébranlable, un contraste frappant avec son effondrement. Je le regardais droit dans les yeux. Maintenant son regard, lui permettant de voir la résolution qui avait été forgée dans les feux mêmes de sa trahison. Il existe depuis des années, établi par votre père, spécifiquement structuré pour contourner les procédures successorales standards, garantissant à son fiduciaire une autonomie complète. Et ce fiduciaire, mon cher fils, c'est moi, uniquement moi. Je pouvais voir l'horreur naissante dans ses yeux, alors qu'il absorbait toute l'implication. Non seulement que j'avais de l'argent, mais qu'il était intouchable par ses mains avides et manié par moi. Monsieur Duclos, toujours aussi professionnel, s'avança, un mince document relié en cuir déjà à la main. « Monsieur, nom de famille, mademoiselle, nom de famille, » dit-il, son ton gravement poli. « Pour votre information et celle des investisseurs réunis, le fonds d'héritage Denise, nom de famille, détient des actifs dépassant les 300 millions d'euros. Son objectif principal, tel que stipulé par son fondateur, Monsieur Armand, nom de famille, est de soutenir des initiatives éducatives et communautaires, Madame nom de famille, en étant la fiduciaire perpétuelle et irrévocable. » Il ouvrit le document, montrant une page notariée, une entité méticuleusement rédigée et juridiquement inattaquable, à l'abri de toute contestation de sa succession principale ou de ses héritiers.
grâce à la prévoyance d'Armand. 300 millions d'euros. Le chiffre planait dans l'air comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était un écho de la foi inébranlable d'Armand en moi. Un témoignage de ma valeur qui transcendait leur mesquine querelle d'héritage. Grégoire tressaillit visiblement, comme s'il avait été frappé physiquement. Les investisseurs à l'intérieur de la salle de conférence, ces hommes et femmes, au visage sévère, qui tenaient le destin d'innovation Apex entre leurs mains, étaient maintenant complètement sortis de leur salle de réunion, attirés par la tension grandissante et le chiffre stupéfiant que M. Duclos venait d'annoncer. Leurs expressions allaient du choc à un intérêt immédiat et vif, puis rapidement à un retrait calculé. Ils n'étaient pas intéressés par un drame familial. Certainement pas un où un acteur majeur était désormais impliqué dans ce qui ressemblait à une manœuvre financière hostile. Béatrice, retrouvant enfin sa voix, laissa échapper un rire désespéré et aigu qui frôlait l'hystérie. « C'est absurde. Maman, vous essayez de nous ruiner. Après tout ce que nous avons fait pour vous, comment avez-vous pu ?» Elle semblait sincèrement déconcertée, comme si elle croyait vraiment être la victime ici. L'audace de la chose, l'audace pure et simple de leurs droits, était presque à couper le souffle. « Fait pour moi », répétai-je, ma voix maintenant imprégnée d'un tranchant d'acier qui transperçait sa fragile prétention. « Vous m'avez dépouillée de ma maison, de ma paix, de mon identité même dans ce tribunal. Vous m'avez dépeinte comme sénile, comme un fardeau, pour vous emparer de ce que vous croyez être légitimement vôtre. Vous m'avez offert de la pitié alors que je méritais du respect. Vous avez vu ma patience tranquille, comme une faiblesse, mes sacrifices comme des opportunités à exploiter. Vous avez tout pris, Béatrice, et maintenant vous demandez « Comment ai-je pu ?» Je les regardais tous les deux, leurs visages marqués par un mélange de peur et de cupidité nue. Il ne s'agit pas de ruine, chers enfants. Il s'agit d'équilibre, d'une dette enfin payée. Vous vouliez savoir ce que je savais ? Vous venez de le voir. L'une des investisseurs principales, une femme en tailleur strict au carré sévère, s'avança. « Monsieur, nom de famille », adressa-t-elle à Grégoire, sa voix nette et professionnelle, tranchant la tension émotionnelle. Il semble y avoir des complications significatives et imprévues concernant votre soutien financier. Compte tenu de cette situation, nous allons réévaluer notre position. Avec effet immédiat, l'examen du financement d'innovation Apex est suspendu indéfiniment. Nous vous recontacterons. D'un bref signe de tête, elle tourna les talons et entraîna les autres investisseurs, leurs pas résonnant avec détermination, tandis qu'ils se dirigeaient vers les ascenseurs, laissant Grégoire debout au milieu de son grand hall vide, ses rêves s'écroulant autour de lui. Le regard sur le visage de Grégoire était celui d'un désespoir absolu, pur et simple. Ses épaules s'affaissèrent et il paraissait plus petit, vaincu, sa façade polie enfin brisée. Béatrice fixa les investisseurs qui s'éloignaient, la bouche ouverte, le monde de luxe soigneusement construit qu'elle avait si désespérément poursuivi, lui échappant des doigts comme du sable. Ils se tenaient là, deux enfants soudainement dépossédés de leur pouvoir perçu, exposés et vulnérables, dans l'espace même où ils avaient cherché à consolider leur domination. C'était une image puissante et glaçante, un témoignage visuel des conséquences de leurs actions. Je me tournai vers M. Duclos, offrant un subtil hochement de tête. « Merci, M. Duclos », dis-je, un sentiment de satisfaction tranquille s'installant en moi. Je crois que notre travail est terminé ici. Alors que nous nous éloignons, laissant Grégoire et Béatrice dans les débris de leurs ambitions, le poids qui se leva de mes épaules n'était pas seulement le fardeau de leur trahison, mais les décennies passées à me nier moi-même. La rage,
l'impuissance, la profonde tristesse. Elles avaient été remplacées par un sentiment de justice tranquille et féroce. Armand ne m'avait pas seulement donné un fond, il m'avait rendu à moi-même. Il m'avait montré que ma valeur était intrinsèque, non dérivée de leur validation ou de leur reconnaissance. Je ne me suis pas arrêtée pour jubiler, n'ai pas prononcé un mot de plus. Que restait-il à dire ? La vérité prononcée avec la force tranquille d'une femme retrouvant enfin sa voix était plus dévastatrice que toute accusation criée. J'ai jeté un regard en arrière, par-dessus mon épaule. Grégoire était toujours là, la tête baissée. Béatrice pleurant maintenant doucement, le mascara coulant sur ses joues pâles. Ils avaient leur héritage, la succession pour laquelle ils s'étaient battus. Mais ils avaient perdu quelque chose de bien plus précieux, leur avenir, leur dignité et la mère qu'ils avaient si négligemment rejetée. Dans les mois qui suivirent, le fonds d'héritage de Denise commença véritablement son œuvre. Nous avons financé des bourses pour des étudiants qui, autrement, n'auraient pas eu leur chance, soutenu des centres communautaires, dans des zones défavorisées, et établi des programmes d'aide aux personnes âgées. Chaque subvention, chaque nouvelle initiative était un monument silencieux à la conviction d'Armand en une contribution authentique et à ma redécouverte d'un sens. Ma maison, jadis un écho creux d'une famille perdue, me semblait désormais pleine, débordante d'une nouvelle sorte d'énergie, un doux murmure d'activité significative. J'ai rouvert mes fournitures d'art poussiéreuses, trouvé un nouveau professeur de piano et pour la première fois depuis des années, ressenti un profond sentiment de paix. Je n'étais plus seulement Denise, la mère déshéritée. J'étais Denise, l'architecte d'un nouvel héritage. Mon propre héritage. Le goût amer de la trahison avait finalement été lavé par la douce clarté de l'estime de soi. Il n'était jamais trop tard pour reprendre son pouvoir, pour trouver sa voie et pour comprendre que les puits les plus profonds de la force sont souvent cachés, attendant le creuset de l'adversité pour se révéler. À quoi ressemble la vraie justice lorsqu'elle est rendue, non pas avec rage, mais avec une puissance tranquille et indéniable? Partagez vos réflexions ci-dessous. Votre voix compte vraiment pour nous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour entendre plus d'histoires de résilience et de transformation